À 3h47, une information tombe et le temps se contracte brutalement. 9 minutes plus tard, des forces sont déjà en vol. Puis, en 17 minutes, ceux qui pensaient disposer d'heures se retrouvent encerclés avant que l'aube ne fissure l'horizon du Sahel. Que signifie vivre dans un espace où les minutes décident de tout et où Ibrahim Traoré transforme la vitesse en pouvoir concret, capable de devancer l'ennemi avant même qu'il n'agisse? Ce qui suit révèle comment un simple calendrier devient une arme et pourquoi cette rupture silencieuse oblige à revoir tout ce que l'on croyait savoir sur la guerre moderne. Vous êtes sur le point d'entendre un élément décisif que l'on évoque rarement à voix haute, non par manque d'intérêt, mais parce qu'il dérange des certitudes bien installées. En quelques minutes, vous comprendrez la logique réelle d'une bascule stratégique et ce qu'elle change, concrètement, pour la sécurité, le pouvoir et la vie quotidienne. Ce n'est pas un récit destiné à être consommé distraitement. Si vous n'allez pas plus loin, le risque n'est pas de manquer une anecdote, mais de conserver une lecture incomplète, parfois faussée, d'événements qui se jouent à grande vitesse. Les explications superficielles donnent l'illusion de comprendre, alors qu'elles masquent les mécanismes profonds. Les slogans rassurent, mais ils empêchent d'anticiper. Et lorsque le rythme s'accélère, ceux qui n'ont pas les bonnes clés de lecture se retrouvent toujours en retard d'une décision, d'un signal, d'un tournant. Rester ici, c'est choisir d'accéder à une compréhension plus précise, là où le temps devient un facteur de pouvoir. Partir maintenant, c'est accepter de regarder les mêmes images que tout le monde, sans en saisir la portée réelle. Les 2 premières minutes suffisent pour comprendre que ce qui se déroule ici n'est pas un simple ajustement tactique, mais un basculement silencieux dans la manière même de concevoir le conflit. Ce qui frappe d'abord, c'est que la victoire ne se joue plus sur des cartes ou des lignes de front, mais sur un intervalle de temps si court qu'il échappe aux réflexes habituels. Un chiffre résume cette rupture. Moins de 30 minutes entre la réception d'une information critique et la neutralisation complète d'un groupe qui se croyait encore hors de portée. Ce laps de temps, qui autrefois permettait à un adversaire de se disperser, de se cacher ou de négocier, devient ici un piège qui se referme avant même que la menace ne soit perçue. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à un constat simple mais longtemps ignoré. Pendant des décennies, les stratégies dominantes reposaient sur l'occupation, la présence permanente et l'attente. Elles donnaient à l'ennemi ce dont il avait le plus besoin, du temps. Du temps pour observer, pour recruter, pour disparaître, puis revenir lorsque la pression retombait. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique est inversée. Le point de départ n'est plus le contrôle de l'espace, mais la maîtrise du rythme. L'information circule en continu, les décisions se prennent sans escalier bureaucratique et l'action précède la réaction adverse. L'ennemi ne fuit pas parce qu'il est poursuivi, mais parce que le moment où il pensait être en sécurité n'existe déjà plus. Les premiers à ressentir cette transformation ne sont ni les analystes ni les états-majors, mais ceux qui vivent dans les zones concernées. Des marchés qui rouvrent quelques jours après une intervention éclair. Des routes réempruntées sans attendre l'installation d'un dispositif lourd. Une normalité fragile, mais réelle, qui réapparaît là où l'on s'attendait à une longue phase d'occupation. C'est ce décalage entre les attentes héritées du passé et la réalité actuelle qui rend la situation si déroutante. La question n'est plus de savoir qui tient le terrain, mais qui décide du moment. Et lorsque le temps lui-même devient une arme, tout le reste, doctrine, équilibre des forces, perception de la sécurité, commence à se déplacer. À ce stade, un repère devient nécessaire pour ne pas se perdre dans la vitesse des événements. Ce rôle n'est pas tenu par une figure médiatique ou un discours spectaculaire, mais par un centre de décision opérationnel, où l'information brute est traduite en action immédiate. C'est là que se dessine la logique qui guide l'ensemble, loin des projecteurs, au plus près des contraintes réelles du terrain. Dans cet environnement, le commandement n'est plus conçu comme une chaîne longue et hiérarchisée, mais comme un nœud de synthèse. Les données arrivent de sources multiples, sont recoupées en temps réel, puis converties en choix simples. Agir maintenant ou laisser filer une opportunité qui ne se représentera pas. Ce fonctionnement réduit l'incertitude, non pas en cherchant à tout prévoir, mais en acceptant que la rapidité soit une forme de protection. Un premier effet apparaît très tôt. Lorsque l'action se déclenche sans délai visible, l'adversaire perd ses repères habituels. Les signaux qui, autrefois, annonçaient une intervention, regroupement, patrouille, installation de base, disparaissent. Ce silence préalable devient en lui-même un facteur de déséquilibre. Un second effet, moins visible, mais tout aussi déterminant, concerne la population. L'absence de présence prolongée limite la confusion entre protection et contrainte.
L'intervention est perçue comme un événement ponctuel, non comme une nouvelle normalité imposée. Cette différence modifie la manière dont la sécurité est vécue, et non seulement la manière dont elle est mesurée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef distant, mais comme l'initiateur d'un mode de décision qui assume le risque du temps court. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de frapper juste avant que la situation ne se fige. À partir de là, la dynamique change de niveau. Ce n'est plus seulement une question d'efficacité militaire, mais de lecture nouvelle du pouvoir, fondée sur le moment choisi plutôt que sur la durée imposée. Et c'est précisément ce glissement qui prépare la séquence suivante. Tout commence par un instant précis, presque banal en apparence, mais qui marque le point de bascule. Une information est confirmée, un lieu est identifié, une fenêtre temporelle s'ouvre. Pas de déploiement visible, pas de montée en puissance progressive. Juste une décision, nette, immédiate. La première phase est celle du déclenchement. Elle est brève, presque invisible pour qui n'est pas directement impliqué. Les unités ne se rassemblent pas pendant des heures, elles se mettent en mouvement pendant que l'adversaire pense encore disposer de marge. Ce qui, hier, aurait été une préparation, devient aujourd'hui un simple battement de temps. L'ennemi raisonne en demi-journée, parfois en heures. La réponse arrive en minutes, puis vient la montée en intensité. Les actions se succèdent sans pause perceptible. Un point logistique est neutralisé. Une route supposée sûre ne l'est plus. Un relais de communication cesse soudain de fonctionner. Chaque geste pris isolément paraît limité, presque anodin, mais leur enchaînement rapide crée un effet de saturation. L'adversaire ne fait pas face à une force écrasante, mais à une perte progressive de cohérence. Les décisions deviennent hésitantes. Les ordres arrivent-tu trop tard? Les déplacements se figent faute d'informations fiables. C'est ici que le rythme joue pleinement son rôle. La pression ne vient pas d'une confrontation directe prolongée, mais de l'impossibilité de reprendre l'initiative. Chaque tentative d'adaptation se heurte à un décalage temporel. Ce qui devait être fait à midi devient inutile à 12h10. Ce qui devait être déplacé le soir n'existe déjà plus au crépuscule. La sensation dominante n'est pas la défaite brutale, mais l'effritement continu des capacités. La troisième phase, celle des répliques, s'installe alors. Le tempo ralentit légèrement, mais les effets persistent. Des réseaux sont désorganisés pour plusieurs jours. Des zones autrefois sous pression retrouvent un calme fragile. Des activités civiles reprennent sans qu'un dispositif lourd ne s'impose durablement. Rien n'est spectaculaire, et pourtant tout est différent. Le terrain n'est pas occupé, il est rendu imprévisible pour ceux qui comptent sur sa stabilité. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est l'absence de rupture nette entre l'avant et l'après. Il n'y a pas de proclamation, pas de moment symbolique évident. Seulement une accumulation d'actions rapides qui déplacent la ligne de normalité. La situation ne s'améliore pas parce qu'une force reste en place, mais parce qu'elle n'a pas besoin de rester. À ce stade, une évidence s'impose. La chronologie n'est plus un simple outil de narration. Elle devient le cœur même de la stratégie. Comprendre l'ordre et la vitesse des événements revient à comprendre pourquoi l'équilibre se déplace, sans jamais se figer. À ce point du récit, il devient indispensable de quitter le registre de l'impression et d'entrer dans celui des éléments mesurables, non pour transformer l'analyse en tableau froid, mais pour saisir le poids réel de ce qui est en train de se produire. Car lorsque la vitesse devient une doctrine, elle laisse des traces chiffrées qui parlent plus clairement que n'importe quel discours. Le premier indicateur concerne l'échelle temporelle globale. Là où des opérations similaires exigeaient auparavant plusieurs heures, parfois des journées entières, entre la détection et l'action, la séquence est désormais comprimée à moins d'une demi-heure. Cette réduction n'est pas marginale. Elle transforme un délai exploitable en un piège. Ce qui était autrefois un intervalle de sécurité devient une zone de vulnérabilité totale. Le second indicateur touche à l'intensité du rythme. Sur une période courte, plusieurs actions distinctes sont conduites sans phase intermédiaire de stabilisation. Il ne s'agit pas d'une opération unique prolongée, mais d'une succession de frappes ciblées, chacune limitée dans le temps et dans l'espace. Cette densité modifie la perception du terrain. Un espace peut sembler calme pendant des heures, puis être traversé par une action décisive qui s'achève avant même que les acteurs locaux n'aient le temps de réagir. La stabilité apparente cesse d'être un indicateur fiable. Un troisième indicateur, souvent négligé, concerne la portée humaine de cette compression. Lorsque l'action se termine rapidement, l'impact sur les civils se mesure moins par la présence militaire que par son absence prolongée. Des axes de circulation sont rouverts en quelques jours, parfois en quelques dizaines d'heures. Des activités économiques suspendues reprennent sans attendre la construction d'infrastructures lourdes. Le chiffre important ici n'est pas seulement la durée de l'opération, mais le délai avant le retour à une forme de normalité. Un autre élément quantifiable réside dans la nature des cibles.
Au lieu de viser des affrontements prolongés, les interventions se concentrent sur des nœuds précis: logistique, communication, financement. La neutralisation d'un seul point peut paralyser plusieurs cellules sans engagement direct massif. En termes d'efficacité, cela signifie qu'un effort limité dans le temps produit un effet étendu dans l'espace et dans la durée. La capacité est réduite plus vite qu'elle ne peut être reconstituée. Enfin, il faut considérer le facteur de répétition. La doctrine ne repose pas sur un coup isolé, mais sur la possibilité de reproduire ce schéma encore et encore. Chaque cycle renforce le précédent. L'adversaire ne fait pas face à une surprise unique, mais à une incertitude permanente sur le moment où l'action surviendra. Cette incertitude constante agit comme une pression continue, sans nécessiter une présence continue. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas utilisées pour démontrer une supériorité abstraite, mais pour ajuster en permanence le tempo. Le passé sert de référence, le présent de test, et le délai de réaction devient l'indicateur clé de succès ou d'échec. La comparaison avant-après est sans ambiguïté. Ce qui prenait du temps en perd désormais, et ce qui perd du temps perd aussi l'initiative. À ce stade, une chose est claire. Les chiffres ne racontent pas seulement une amélioration opérationnelle. Ils décrivent un déplacement profond du centre de gravité où la rapidité cesse d'être un avantage parmi d'autres pour devenir la condition même de l'efficacité. Il serait réducteur de présenter cette approche comme une évidence incontestable, car des voix sérieuses en contestent la solidité. Elles partent d'un constat largement partagé. Pendant des décennies, la stabilisation a reposé sur l'occupation, la durée et la visibilité. Selon cette lecture, contrôler l'espace permet de rassurer les populations, de couper l'ennemi de ses appuis et d'installer une prévisibilité minimale. La vitesse, dans ce cadre, apparaît comme un complément utile, mais insuffisant à elle seule. Le premier argument avancé est celui de la durabilité. Des opérations rapides peuvent désorganiser, mais sans présence prolongée, l'adversaire finirait par se réadapter. Les réseaux se reconstruiraient, les routes se rouvriraient pour les mêmes usages, et l'effet initial se dissiperait avec le temps. L'occupation, malgré son coût, offrirait une garantie, empêcher physiquement le retour des structures adverses. Sans cette emprise territoriale, la victoire resterait fragile, dépendante d'un tempo difficile à maintenir indéfiniment. Un second argument concerne le risque d'erreur. Décider en quelques minutes suppose une confiance totale dans l'information disponible. Or, toute donnée peut être incomplète, biaisée ou obsolète. Dans une stratégie fondée sur la vitesse, une seule mauvaise coordination peut produire des effets disproportionnés, notamment sur les civils. Les défenseurs de méthodes plus lentes estiment que le temps de vérification, aussi imparfait soit-il, agit comme un garde-fou indispensable. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, mais elles laissent du nez de côté un point essentiel. L'occupation prolongée n'a pas seulement échoué à neutraliser durablement les menaces, elle a souvent contribué à les alimenter. La présence constante transforme l'espace civil en zone militaire, brouille les rôles et érode la confiance. À l'inverse, une action rapide, précisément ciblée, réduit la durée pendant laquelle la population est prise entre deux forces. La question n'est donc pas de choisir entre vitesse et structure, mais de reconnaître ce que chaque modèle produit réellement. La lenteur offre une illusion de contrôle, mais crée des routines exploitables. La rapidité expose à l'erreur, mais prive l'adversaire de son principal atout, le temps pour s'adapter. En confrontant ces deux logiques, une évidence se dessine. La sécurité ne dépend pas seulement de l'espace tenu, mais du rythme imposé. C'est dans cette tension entre prudence et initiative que se révèle la nature profonde du choix stratégique. Non pas une fuite en avant, mais une redéfinition des priorités, où l'efficacité se mesure moins à la durée qu'à la capacité de décider juste, au bon moment. Et pourtant, tout bascule ici. Le véritable tournant ne réside ni dans une opération particulière, ni dans un succès isolé, mais dans une rupture plus discrète, presque conceptuelle. Ce qui change, c'est que la vitesse cesse d'être un simple outil tactique pour devenir le principe organisateur de l'ensemble. À partir de ce moment, chaque décision n'est plus évaluée selon son ampleur, mais selon sa capacité à devancer l'instant critique. Cette bascule est souvent mal comprise, car elle ne se manifeste pas par une annonce officielle ou un geste spectaculaire. Elle se lit dans la manière dont les priorités sont redéfinies. Agir avant que la situation ne se cristallise devient plus important que réagir après coup. L'anticipation ne repose plus sur des plans figés, mais sur l'acceptation d'un monde mouvant, où l'information perd de sa valeur à mesure que les minutes passent. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique s'étend au-delà du champ strictement opérationnel. Elle influence la relation au territoire, à la population et même à la notion de souveraineté. Ne pas occuper durablement, c'est refuser d'imposer une normalité militaire. C'est laisser l'espace civil reprendre sa fonction dès que la menace immédiate est levée.
À partir de là, tout ce qui précède apparaît comme une préparation. Les actions rapides, les chiffres, les débats stratégiques convergent vers une même idée. Le centre de gravité s'est déplacé. La question n'est plus seulement de savoir comment frapper, mais quand décider. Et ce déplacement ouvre une nouvelle lecture des conséquences concrètes, bien au-delà du terrain militaire. Les effets de ce basculement ne restent pas confinés au domaine des opérations. Une fois la logique du temps imposée, ces répercussions se diffusent vers des sphères très concrètes, là où les décisions abstraites deviennent des réalités vécues. Et c'est précisément à ce niveau que l'on mesure ce que cette transformation change réellement. Pour l'État, la première conséquence est une pression nouvelle sur la décision politique. Lorsque l'action peut être déclenchée en quelques minutes, l'inaction devient immédiatement visible. Les autorités ne peuvent plus se réfugier derrière la lenteur des procédures ou l'attente d'un consensus prolongé. Chaque retard se traduit par une opportunité perdue. Cela renforce la responsabilité du pouvoir central, mais expose aussi ses choix à une évaluation plus directe, fondée sur les résultats plutôt que sur les intentions. Du côté des entreprises, l'impact est moins spectaculaire, mais tout aussi déterminant. La réouverture rapide de certains axes et la disparition ponctuelle de menaces localisées modifient les calculs économiques. Les chaînes d'approvisionnement, longtemps paralysées par l'incertitude, retrouvent une forme de prévisibilité minimale. Les investissements restent prudents, mais ils ne sont plus automatiquement gelés. La sécurité cesse d'être un horizon lointain et redevient une variable intégrée, imparfaite, mais exploitable. Pour les civils, les conséquences sont les plus immédiatement perceptibles. La différence ne se mesure pas en déclarations, mais en gestes ordinaires. Des marchés rouvrent sans escorte permanente. Des trajets quotidiens sont repris sans passer par des détours imposés. Des familles cessent de vivre au rythme des checkpoints et des couvre-feux informels. La sécurité n'est pas vécue comme une présence pesante, mais comme une absence de menace suffisamment durable pour permettre la reprise de la vie normale. Cette normalité reste fragile, mais elle n'est plus conditionnée à une occupation prolongée. À l'échelle régionale, enfin, l'effet dépasse largement les frontières. Les pays voisins observent un modèle qui rompt avec des décennies de pratiques importées. Si une approche fondée sur la rapidité et l'autonomie produit des résultats visibles, même partiels, elle remet en question l'architecture sécuritaire existante. Les partenariats, les doctrines communes et les cadres de coopération sont forcés de s'adapter à une réalité plus fluide, moins hiérarchisée, où l'initiative locale prend un poids nouveau. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme le point de cristallisation d'un changement plus large. Son rôle n'est pas seulement d'incarner une stratégie, mais de montrer qu'une autre articulation entre pouvoir, temps et sécurité est possible. Cette articulation n'élimine pas les risques, elle les redistribue. Elle n'offre pas de garantie absolue, mais elle modifie profondément les termes du débat. Au final, ce qui se dessine est une réalité difficile à ignorer. Les conséquences touchent simultanément l'État, l'économie, les civils et l'équilibre régional. Personne n'est entièrement protégé, mais personne n'est totalement extérieur au processus. Le temps, devenu un levier central, relie désormais ces niveaux entre eux. Et c'est précisément cette interconnexion qui oblige à regarder au-delà des opérations elles-mêmes, pour interroger ce qui pourrait venir ensuite. Si l'on projette cette dynamique dans la durée, 3 trajectoires principales se dégagent, chacune reposant sur des choix et des contraintes déjà visibles aujourd'hui. Le scénario de base, le plus probable, est celui d'une stabilisation imparfaite mais fonctionnelle. La doctrine fondée sur la rapidité continue de produire des effets localisés, sans pour autant éliminer totalement les menaces. Les interventions restent fréquentes, brèves, ciblées et permettent d'empêcher la reconstitution de structures adverses durables. La sécurité n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais elle devient suffisamment prévisible pour que l'État, les acteurs économiques et les civils puissent ajuster leur comportement. Les tensions persistent, mais elles sont contenues à un niveau gérable. Dans ce scénario, l'équilibre repose sur une vigilance constante et une capacité à maintenir le tempo sans basculer dans l'épuisement. Un second scénario, plus optimiste, suppose que cette logique s'accompagne d'un renforcement progressif des capacités locales. La rapidité d'action reste centrale, mais elle s'inscrit dans un cadre plus large de consolidation. Les gains obtenus par des interventions éclairs ouvrent des espaces pour des initiatives civiles, économiques et administratives. La confiance, encore fragile, commence à se reconstruire. Les réseaux adverses peinent à se réorganiser durablement, faute de temps et de marge. Dans cette hypothèse, la vitesse ne remplace pas la structure, elle lui sert de levier.
La sécurité devient moins visible, mais plus profondément intégrée dans le fonctionnement quotidien de la société. Le scénario le plus sombre repose sur une autre lecture du risque. Si le tempo s'emballe, si la pression opérationnelle devient permanente, la marge d'erreur se réduit dangereusement. Une succession de décisions prises dans l'urgence peut finir par produire des effets contraires à ceux recherchés. La fatigue des forces, la fragilité du renseignement et l'érosion de la confiance civile constituent des points de rupture potentiels. Dans ce cas, la vitesse, initialement avantageuse, se transforme en vulnérabilité. La doctrine perd sa cohérence non par manque d'audace, mais par excès de tension. Face à ces trois trajectoires, un constat s'impose. L'enjeu n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais de comprendre que chacune dépend d'un équilibre délicat entre décision rapide et lucidité stratégique. La question centrale n'est pas de savoir s'il faut aller vite, mais jusqu'où et à quelles conditions. Le temps peut être une arme, mais il exige une discipline constante pour ne pas se retourner contre ceux qui l'utilisent. C'est dans cette zone d'incertitude maîtrisée que se joue la suite. Et c'est précisément là que chacun, à son niveau, commence à être concerné. Après avoir parcouru les lignes de force et les scénarios possibles, une question s'impose naturellement, plus intime, plus directe. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, qui écoutez et observez cette évolution à distance ou de plus près que vous ne le pensez? Pour ceux qui suivent ces questions avec attention, qui cherchent à comprendre les mécanismes derrière les événements, cette situation crée un avantage réel. Comprendre la logique du temps comme facteur de pouvoir permet de lire l'actualité autrement, d'anticiper les inflexions et de ne pas se laisser surprendre par des décisions qui, vues de l'extérieur, semblent soudaines. Mais cette lucidité exige aussi une vigilance accrue, car un système fondé sur la vitesse peut évoluer rapidement, parfois sans avertissement. Pour un second groupe, plus large, l'impact est indirect mais tangible. Même sans être impliqué dans les décisions ou les opérations, on subit les effets économiques, politiques ou sociaux de cette instabilité maîtrisée. Les fluctuations des échanges, les variations de confiance, les changements de priorités internationales influencent le travail, les revenus, les perspectives. Ici, l'enjeu n'est pas d'analyser chaque détail, mais de reconnaître que ces dynamiques façonnent un environnement dans lequel il faut apprendre à s'adapter, plutôt que d'attendre un retour à une stabilité ancienne. Enfin, il existe ceux qui estiment que ces questions ne les concernent pas, que tout cela reste lointain ou abstrait. Cette distance est compréhensible, mais elle comporte un risque. Lorsque les équilibres changent rapidement, l'indifférence devient une forme de vulnérabilité. Ne pas chercher à comprendre, c'est accepter d'être surpris par des conséquences qui, tôt ou tard, dépassent le cadre initial. Quel que soit le point de départ, une idée se dégage. Saisir le sens de ces transformations n'est pas une affaire d'expertise réservée à quelques-uns, mais une manière de ne pas rester passif face à un monde qui accélère. Comprendre, même partiellement, c'est déjà reprendre une part de contrôle sur ce qui vient. Les solutions ne peuvent pas se limiter à des déclarations de principe ou à des intentions générales. Si la vitesse est devenue un facteur central, alors la réponse doit être organisée, mesurable et assumée à chaque niveau de responsabilité. La question n'est plus de savoir ce qu'il faudrait idéalement faire, mais comment transformer une dynamique rapide en trajectoire soutenable. Le premier niveau concerne l'État et le commandement central. La priorité consiste à protéger la qualité de la décision autant que sa rapidité. Cela implique des circuits d'information clairs, des responsabilités identifiées et des critères précis pour déclencher ou différer une action. Le temps de réaction doit rester court, mais il doit être adossé à des indicateurs simples permettant d'évaluer l'effet réel des interventions, non seulement sur la menace immédiate, mais sur la confiance des populations concernées. Le deuxième niveau touche aux systèmes et aux organisations impliquées. La rapidité d'exécution n'a de sens que si elle s'appuie sur une coordination solide. Cela passe par la fiabilité du renseignement, la maintenance des moyens techniques et la capacité à apprendre rapidement des opérations passées. Chaque action doit nourrir la suivante. L'échec n'est pas dissimulé, il est analysé. Le succès n'est pas célébré trop longtemps. Il est immédiatement intégré comme référence provisoire, susceptible d'être remise en cause. Le troisième niveau, souvent sous-estimé, concerne les communautés et les individus. La logique de non-occupation prolongée suppose une relation de confiance minimale, informer sans exposer, agir sans imposer, puis se retirer sans abandonner. Les populations doivent percevoir que la rapidité vise à réduire la perturbation de leur quotidien, non à la déplacer. La mesure ici n'est pas militaire, mais sociale. Reprise des activités, circulation, sentiment de normalité retrouvée. Un dernier axe, transversal, s'impose progressivement. La coopération régionale et internationale ne disparaît pas, mais elle change de forme. Elle devient plus souple, plus réactive, moins centrée sur des dispositifs lourds et plus attentive aux réalités locales.
partager des informations, coordonner des alertes, harmoniser des lectures, plutôt que déployer des structures effigées. Au bout du compte, une idée domine. La solution n'est pas dans la vitesse seule, ni dans le retour aux schémas anciens, elle réside dans la capacité à faire de la rapidité un outil discipliné, encadré par des choix clairs et des évaluations constantes. Ce n'est qu'à cette condition que le temps, devenu un levier central, peut rester un atout durable, plutôt qu'un risque incontrôlé. Il est utile, à ce moment précis, de revenir à l'image qui a servi de fil conducteur plus tôt, celle d'un centre de décision discret, presque invisible, où quelques minutes suffisent à infléchir le cours des choses. Cette image n'était pas là pour impressionner, mais pour rappeler le point de départ d'un chemin parcouru depuis étape après étape. Au début, il s'agissait d'un choix audacieux, presque contre-intuitif. Puis sont venus les effets concrets, les débats, les chiffres, les conséquences humaines et les scénarios possibles. Sans s'en rendre compte, le regard a changé. Ce qui apparaissait comme une série d'actions isolées s'est transformé en une trajectoire cohérente, exigeante, mais profondément structurante. Dans ce parcours, Ibrahim Traoré n'incarne pas seulement une décision ou une doctrine. Il incarne un moment où la question du pouvoir cesse d'être abstraite pour devenir une affaire de responsabilité immédiate. Décider vite, oui, mais décider en sachant que chaque minute gagnée ou perdue se répercute sur des vies, des territoires, des équilibres fragiles. Ce retour en arrière éclaire le présent d'une lumière différente. Il ne s'agit plus seulement de juger une stratégie, mais de mesurer ce qu'elle dit de notre rapport au temps, à la sécurité et à la dignité humaine. La vitesse impressionne, mais c'est la finalité qui donne du sens. Et derrière chaque action réussie, une question demeure, silencieuse mais persistante. À la fin de ce chemin, une certitude s'impose. Le vrai enjeu n'est pas d'aller toujours plus vite, mais de savoir pourquoi l'on accélère et pour qui. Avant de conclure, il est important de reconnaître une chose simple. Chacun reçoit cette histoire avec son propre regard, son expérience et ses interrogations. Certains y verront une démonstration de maîtrise stratégique, d'autres une prise de risque assumée, d'autres encore un signal plus large sur la manière dont le monde évolue quand le temps devient un facteur décisif. Si ce parcours vous a semblé utile, non pas comme une réponse définitive, mais comme une clé de lecture supplémentaire, alors il mérite peut-être d'être partagé au-delà de cet instant. Non pour convaincre, mais pour ouvrir la discussion. Non pour imposer une vision, mais pour permettre à d'autres de se poser les bonnes questions avant que les événements ne les y obligent. La réflexion ne s'arrête pas ici. Elle continue dans les échanges, dans les désaccords respectueux, dans les points de vue qui se croisent. C'est souvent dans ces espaces calmes, loin de l'urgence, que naissent les compréhensions les plus solides. Si vous le souhaitez, prenez un moment pour formuler ce qui vous a le plus marqué, ou ce qui, au contraire, vous laisse encore perplexe. Car au fond, comprendre ensemble est parfois la meilleure manière de ne pas subir ce qui vient.